Malawi, le nouveau président s'attaque à la corruption. Lazarus Chakwera a ordonné la dissolution des conseils d'administration des entreprises publiques du pays suspectées de mauvaise gestion ou de corruption. En Algérie, Ali Haddad, l'ex-dirigeant de la principale organisation patronale, et plusieurs ministres liés au président déchu Abdelaziz Bouteflika ont été condamnés à Alger à de lourdes peines de prison pour corruption. Et puis au Gabon, la dépénalisation de l'homosexualité adoptée est un soulagement pour la très discrète communauté homosexuelle de ce pays, mais il a également provoqué l'ire d'une partie de l'opinion publique. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Malawi, le nouveau président s'attaque à la corruption dans le secteur public. Lazarus Chakwera a ordonné la dissolution des conseils d'administration de plus de la moitié des 100 institutions et entreprises publiques du pays suspectées de mauvaise gestion ou de corruption. La présidence a en outre annoncé la suspension des contrats publics. Voici les détails. Le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, a ordonné la dissolution des conseils d'administration de plusieurs institutions et entreprises publiques du pays suspectées de mauvaise gestion ou de corruption. Ils sont au total 60 entités publiques visées par la mesure présidentielle, dont les compagnies pétrolières et d'électricité, les universités ou la radio-télévision. Selon son entourage, le président veut s'assurer que toutes ces structures respectent la loi et les bonnes pratiques de gouvernance. Dans la même veine, la présidence a en outre annoncé ce mercredi la suspension des contrats publics afin de vérifier qu'ils n'ont pas nourri la corruption et qu'ils ont été attribués selon les règles. Le nouveau chef de l'État avait fait campagne en dénonçant la corruption de l'ancien régime et sa faillite économique. Peter Mutharika a souvent été critiqué pour avoir attribué la direction des entreprises publiques à de nombreux proches de son parti en remerciement de leur soutien politique. L'ex-président avait été accusé en 2018 d'avoir touché pour $195 000 de pots de vin de la part d'une entreprise qui avait remporté un marché public, mais il n'a jamais été formellement poursuivi. Le Parlement a par ailleurs adopté mardi un budget provisoire qui prévoit notamment une hausse du salaire mensuel minimum de 45 à $70 américains. En Algérie, l'homme d'affaires algérien Ali Haddad, ex-dirigeant de la principale organisation patronale, et une ribambelle de ministres liés au président déchu Abdelaziz Bouteflika ont été condamnés ce mercredi à Alger à de lourdes peines de prison pour corruption. Parmi eux, deux ex-premiers ministres, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal. Les vastes enquêtes pour corruption et népotisme lancées après la démission en avril 2019 de Bouteflika sous la pression de mouvements populaires de contestation inédits ont conduit à une série de procès toujours en cours. Ce mercredi à Alger, l'homme d'affaires algérien Ali Haddad, ex-dirigeant de la principale organisation patronale algérienne, le Forum des chefs d'entreprise FCE, a été condamné à 18 ans de prison ferme. Incarcéré depuis mars 2019, il était poursuivi pour obtention de privilèges, d'avantages et de marchés publics en violation de la législation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics. Ses frères ont également été condamnés à 4 ans d'emprisonnement et les biens de la famille Haddad saisis. Deux ex-premiers ministres du président Bouteflika, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, qui sont déjà derrière les barreaux pour d'autres scandales de corruption, ont été condamnés chacun à 12 ans de prison. 8 anciens ministres se sont également vus infliger des peines allant de 2 à 20 ans de prison. Au cours du procès sur lequel planait l'ombre du clan Bouteflika, des accusés ont regretté l'absence du président déchu et de son frère Saïd, l'ex-influent conseiller en prison pour complot contre l'autorité de l'armée et de l'État. En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, figure de proue de l'influente Église catholique, a demandé mardi au peuple de se tenir en ordre de marche. Objectif, faire face au mépris dont il accuse la majorité parlementaire de l'ex-président Joseph Kabila. Les jours à venir seront difficiles et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche. Lorsque le moment viendra, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin, a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo dans une homélie à l'occasion
du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. L'archevêque a souhaité la fin de la coalition au pouvoir issue d'un accord entre le président Félix Tshisekedi, vainqueur de l'élection fin 2018, et son prédécesseur Joseph Kabila, qui a gardé la majorité au Parlement. Le cardinal Ambongo dénonce surtout le comportement de la majorité parlementaire actuelle aux mains des amis de Kabila. Il accuse la présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda, de mépris sur la question du renouvellement à la tête de la très stratégique commission électorale. Monseigneur Ambongo dénonce aussi une attitude de mépris, d'arrogance qui a caractérisé l'ancien régime Kabila sur la question d'un projet de réforme de la justice défendu par 2 députés pro-Kabila. Il a assuré que l'Église catholique est déjà en ordre de marche pour faire barrage à ce projet. Lundi soir, le président Félix Tshisekedi a prévenu qu'il n'accepterait sous aucun prétexte une réforme risquant de porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice. Les États-Unis ont déjà estimé que cette réforme risque d'amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire. L'Église catholique, moins 40% des 80 millions de Congolais, a historiquement joué un rôle de contestation sous la dictature du maréchal Mobutu dans les années 90 et dans les dernières années du régime Kabila. Les catholiques avaient dans les 2 cas soutenu des marches réprimées dans le sang. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé ce mercredi une nouvelle prolongation d'1 semaine jusqu'au 5 juillet prochain de la période de révision de la liste électorale, ceci en vue des scrutins présidentiels et législatifs d'octobre prochain. La révision des listes, qui compte actuellement 6,6 millions d'électeurs, avait commencé le 10 juin dernier. Au moment où arrive l'échéance du 2e délai accordé aux Ivoiriens pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la prorogation n'a pas faibli. Nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. C'est ce qu'a déclaré Sidi Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres. Cette prolongation était notamment demandée par l'opposition avant le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. La révision de la liste électorale, qui compte actuellement 6,6 millions d'électeurs, devait initialement se tenir du 10 au 24 juin. Puis, cette date butoir avait été prorogée jusqu'au 30 juin 2020. La Commission électorale indépendante, qui organise l'ensemble des opérations électorales, estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants avec une population très jeune et plusieurs millions de résidents étrangers. Il n'existe pas de statistiques récentes et fiables sur le nombre exact d'Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans. Selon la Commission électorale indépendante, pour cette révision, quelques 35 000 agents de recensement ont été déployés sur plus de 10 800 centres, plus une centaine à l'étranger pour la diaspora. Au Gabon, la dépénalisation de l'homosexualité adoptée par les parlementaires est un soulagement pour la très discrète communauté homosexuelle de ce pays. Il s'agit d'une modification du code pénal initiée par le gouvernement gabonais qui a également provoqué le mécontentement d'une partie de l'opinion publique. Il faut que l'honneur et la dignité des gens soient respectés et cette situation, cette nouvelle position des parlementaires gabonais, donc des représentants du peuple, m'amène à saluer cette décision. Ce qui tue les us et coutumes, c'est quand des gens décident aujourd'hui d'étouffer la vie des gens, de sacrifier la vie des gens, de bafouer la dignité des gens, parce qu'on est quoi exactement si ce n'est pas tout simplement différent. Il faut accepter l'autre dans sa différence, parce que c'est sa différence qui m'enrichit. Nous avons besoin de la vie au Gabon et nous savons que l'homosexualité, c'est une porte au sida, c'est une autre pandémie. Et en pleine pandémie autre, il y avait d'autres urgences à régler que de pouvoir se donner en spectacle devant l'humanité entière. Toutefois, les générations futures reconnaîtront que leurs pères ont dit non à la dépénalisation. Nous sommes pour une culture de vie. Plutôt que de voir comment rendre notre peuple plus fort et plus uni. Mais ça a été ainsi. Nous nous inclinons. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais nous disons non à la dépénalisation et non aussi à l'étape future qu'ils vont entreprendre très bientôt, qui essaie de légaliser l'homosexualité. Nous disons non.
Au Burundi, le nouveau président Evariste Ndayishimiye a déclaré le Covid-19 comme le plus grand ennemi des Burundais. Il impose une volte-face complète à son pays qui avait jusqu'ici largement ignoré l'épidémie. Des précisions à travers cet élément. Nous nous engageons à combattre résolument cette pandémie, a insisté Evariste Ndayishimiye, invitant tout Burundais ou tout étranger qui vit au Burundi à se lever pour lutter contre le coronavirus. Cela passe, selon lui, par un strict respect des mesures barrières que le ministère de la Santé va désormais afficher partout à travers le pays. Il a indiqué que le gouvernement allait subventionner à 50% le prix du savon et diminuer le prix de mètre cube d'eau jusqu'à ce que la pandémie soit endiguée. Il a aussi rappelé que les tests et les soins pour le nouveau coronavirus sont gratuits. Il s'agit d'un revirement absolu par rapport à l'attitude de son prédécesseur Pierre Nkurunziza qui avait estimé que le Burundi était protégé par la grâce divine. Le gouvernement précédent n'avait pas imposé de confinement aux quelques 11 millions de Burundais, contrairement à certains de ses voisins, et avait maintenu les élections générales du 20 mai sans imposer de mesures de distanciation sociale. Officiellement, le Burundi n'a recensé que 170 cas de Covid-19 pour un décès. Si à l'avenir, quelqu'un présentant les symptômes de la maladie ne se fait pas tester, cela signifiera qu'il veut contaminer les autres volontairement et il sera alors considéré comme un sorcier et traité aussi sévèrement que lui, a ajouté le président Evariste Ndayishimiye. Le Burundi ne compte qu'un seul centre de dépistage qui dispose de moins de 10 techniciens capables de faire les tests pour le Covid-19. Le président a promis que des équipes de dépistage seraient installées dans toutes les régions et que les campagnes de dépistage seraient lancées partout où des cas positifs au coronavirus seront signalés. Ce changement de cap fait suite à un don de 5 millions de dollars, soit 4,45 millions d'euros, de la Banque mondiale à la mi-juin pour aider le Burundi à lutter contre le nouveau coronavirus, a expliqué un haut cadre du ministère de la Santé sous couvert d'anonymat. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.